deuxième partie, on essaye de reprendre vraiment la vie de l'invité, que ce soit sur le côté entrepreneur, mais pas que. Aussi voir les expériences, du coup, qui a amené l'entrepreneuriat, mais les à côté, comme tu pouvais expliquer tout à l'heure. J'espère que ça fait pas redondant. Enfin... Non, parce que justement, là, on va peut-être plus aller creuser sur le livre, etc. Et puis même sur tes autres activités, parce que le CV est bien rempli, j'ai regardé avec mes petites recherches, et franchement, ouais. Donc voilà, pour comprendre, j'ai réussi à trouver quelques informations sur LinkedIn, mais j'ai pas réussi à trouver où vous étiez né. À Lyon, en fait. Je suis Ok. à Lyon, ouais. D'accord. Et au niveau de l'enfance, comment ça s'est... C'était une enfance plutôt bien, plutôt difficile Non, une enfance plutôt bien, dans un petit village du Beaujolais, dans cet environnement un peu protégé. Et puis assez vite, je suis partie sur Lyon en internat, à l'âge de 13 ans d'internat sur Lyon. Et en fait, ça aussi, encore une fois, ça correspond tellement à mon histoire, c'est que cette vie dans un petit village, je ne vais pas passer toute ma vie là, c'est pas possible. Il faut que je découvre le monde, je peux pas rester là, c'est pas possible. Le fait d'aller à Lyon, ça m'a ouvert déjà sur d'autres perspectives, avec d'autres gens, d'autres façons de penser. Et ma vie commençait finalement idéalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais besoin d'ouverture, j'avais besoin d'avoir des gens différents. Et quand je suis allée au Québec, le moteur que j'ai vraiment eu à l'intérieur de moi, c'était rencontrer l'autre dans sa différence. C'était vraiment ça que je voulais vivre. Et m'accomplir en tant que femme. Okay. En sortant du giron familial, du clan, de l'influence sociale, de la France et ma famille, pour pouvoir vraiment être libre. Et du coup, c'était à quel âge aller à l'internat à Lyon? 13 ans. 13 ans, ouais. Okay. Et en termes d'études, du coup, comment ça s'est passé jusqu'au bac? Oui, jusqu'au bac. Après, j'ai été 2 ans faire du commerce international chez les maristes. Et après, et là j'ai fait des stages à l'étranger, et là encore une fois ça se confirmait, c'était oh là là, faut vraiment que je parte, c'est pas possible autrement. Et puis après, encore 2 années, donc j'ai fait un bac plus 4 en business, en fait, en commerce, et avec une spécialisation marketing. Et puis après, j'ai commencé la vie professionnelle en faisant du marketing, puis au bout d'un moment je me suis dit bon, ça ne me correspond plus, donc j'ai changé de carrière avant de changer de pays, et donc je suis partie dans la formation pour adultes. Et très vite, ça a été un coup de foudre, c'était vraiment ça qui me plaisait, c'était travailler avec de l'humain, travailler sur le développement humain, voilà, ça j'adore. Et j'en ai fait beaucoup sur Paris. Les dernières années, je travaillais dans le luxe et les cosmétiques à Paris, j'allais donner des formations là-bas. Et c'était un bureau lyonnais qui avait des clients parisiens. Et donc je passais mes semaines dans une valise, pour ainsi dire, toute la semaine à l'hôtel à Paris, en changeant de client. Et puis en définitive, c'est là que, comme je disais, le cabinet a décidé de fermer l'antenne de Lyon. Et donc là, voilà, ça a été le grand moment de ma vie de dire, parallèlement à ça, j'avais toujours beaucoup voyagé, baroudé, j'ai été dans le désert, en Égypte, j'ai fait toutes sortes de voyages. Alors, en fait, je suis une baroudeuse et une aventurière. Moi, c'est que mes choix de vie sont aussi le reflet de qui je suis, il n'y a pas à tortiller. Après, c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître et faire des choix qui nous correspondent. On peut tous oser à notre niveau, en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on veut. Et après, je suis partie comme ça, et j'ai trouvé une chambre chez l'habitant, donc j'ai quitté les grands hôtels parisiens pour aller dans une chambre chez l'habitant à Montréal. Et ça m'a permis de connaître une famille, qui ensuite a été ma famille de cœur, qui m'a beaucoup entourée, et puis de mon réseau professionnel, HEC, tout de suite, et finalement c'est devenu mon réseau, ma maison. Ça a été mes 2 maisons, finalement, ma maison de travail, mais une grande maison. HEC Montréal, c'est magnifique comme établissement. Et j'avais des étudiants internationaux, donc j'adorais ça. Et donc là, le premier livre, et puis voilà, tout s'est enchaîné à la vive allure. Mais c'est marrant parce que en arrivant à Montréal, après avoir franchi ce cap, donc de tous les derrière soi, il y a une phase de deuil. Juste avant de partir, en général, on traverse une phase qui n'est pas si simple, de préparation au départ. En même temps, on n'a qu'une peur, c'est de dire « faut surtout pas que je rencontre quelqu'un, c'est surtout pas le moment que mon projet est en ballon, je suis trop avancée, là je ne veux surtout pas ». Alors, on est vraiment focusé sur le départ, parce qu'on a œuvré pour le mettre en œuvre, on veut vraiment que ça se passe. Et puis, moi je me souviens toujours de l'avion qui a quitté le tarmac. Pour moi, j'avais quitté la France et c'était une nouvelle vie qui démarrait. Et du coup, pourquoi le Canada ? En fait, j'ai beaucoup voyagé en Europe et au-delà, et j'avais hésité à l'époque Californie-Canada.
C'était vraiment le choix. Pour moi, c'était le rêve. Californie ou Canada. Et puis, j'ai bien réfléchi. Puis, je me suis dit, si j'y vis, finalement, si j'arrive à concrétiser cette vie à l'étranger, ne pas pouvoir parler ma langue maternelle. Surtout que je partais seule. Du coup, je n'avais pas trouvé forcément quelqu'un pour m'accompagner. Ce que je trouvais dommage. Mais enfin, bon, je l'avais pas rencontré. Et du coup, je me suis dit, ma langue maternelle, il faudrait quand même que je puisse la parler, sinon ça va être trop dur. Donc, j'ai orienté sur le Canada. Oui, c'est un choix entre la Californie et le Canada, et pour pouvoir parler ma langue maternelle, parce que je me suis dit, si je pars seule, au début je serais peut-être un peu isolée, si je ne peux pas parler ma langue maternelle, ça va être vraiment difficile, donc j'ai choisi le Canada et je n'ai jamais regretté. C'est un pays magnifique, c'est des gens qui ont des belles valeurs, une belle culture, c'est l'Amérique du Nord, même au Québec c'est des Américains qui parlent français, donc on est vraiment dans un système anglo-saxon, une façon de penser anglo-saxonne. Moi j'ai adoré. Jusqu'au moment où l'adaptation, je me suis adaptée donc à tous les milieux professionnels où j'ai été, j'ai changé d'entreprise à plusieurs reprises, et l'enseignement, et le conseil, et plein de trucs, mais l'adaptation de trop, que j'ai pas pu prendre, et c'est intéressant de le souligner parce que des fois au niveau culturel on se rend pas compte, c'est après 15 ans pourtant, j'étais bien adaptée au milieu, c'est en situation de crise au moment du Covid. La façon dont les anglo-saxons ont géré, en tout cas les Canadiens en l'occurrence, et en particulier la région de Montréal où on a été en zone rouge, j'ai pas pu remettre les pieds au bureau pendant 2 ans. J'avais plus de liens informels. C'était devenu inhumain. À mon sens, en tout cas. Et du coup, plus de contacts informels, plus de relations humaines. Et bon, on est quand même latins, les Français, il n'y a rien à faire. Hein. On n'est pas nordiques. Donc, c'était trop pour moi. Là, j'étais en détresse. Et là, j'ai dit non, là, le moment est venu de rentrer. Ça s'est pas fait dans la foulée parce qu'il a fallu organiser le retour, etc. Mettre les choses en place. Donc, il m'a fallu 1 an, mais ça a été l'année du deuil. Et depuis que je suis revenue en France, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Même si j'adore le Canada, je suis franco-canadienne, j'ai les 2 citoyennetés. Je vais y retourner évidemment. C'est mon pays d'adoption, bien évidemment. Mais le deuil, c'est super important de bien le faire. Pour bien vivre l'étape qui suit. Pour ne pas être dans la nostalgie, et là-bas ils font comme si, ils faisaient ça. Non, ça c'est vraiment pas agréable. Bon, après, pour faire ce genre d'expérience vraiment d'une vie, de partir vivre ailleurs, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être changer de région. Il faut aussi être à l'aise avec un détachement affectif et notamment le détachement de la famille. Parce qu'il faut bien le vivre aussi. C'est pareil, il y a des gens, je pense que c'est pas fait pour eux. Ils ont trop besoin de leurs proches, ils ont trop besoin de ce lien-là. Moi, c'est pas mon cas. Le fait d'avoir été à l'internat, et là on reboucle avec ma jeunesse, ça fait de moi quelqu'un d'indépendant. Et du coup, ça n'a jamais été une entrave à mes changements de vie. Alors que peut-être, si j'avais pas fait ça, parce que oui. J'entends souvent des gens dire, et peut-être beaucoup ici en PACA, ah non, moi je ne m'éloigne pas de ma famille, de mes parents. C'est vrai qu'ici on est un peu casanier. C'est un choix. Après, ça se respecte. Hein. Voilà. Par contre, si on a un rêve, c'est dommage de le mettre au placard. C'est ça que je veux dire. Sans avoir essayé. Après, ça peut bien marcher. Et avec combien d'argent tu as écrit ton premier livre, tu t'es lancé, ou peut-être si tu as lancé un autre business avant, avec combien d'argent tu as créé ta première activité? Très peu. Hein. Très peu, parce que dans les métiers où je suis, accompagnement, coaching, formation, pas besoin d'investissement matériel. Oui, donc en fait, pas grand-chose. Il y a des métiers comme ça, formation, conseil, accompagnement, on n'a pas besoin d'argent parce que c'est la personne qui fait tout. Donc il n'y a pas besoin forcément de bureau, on peut travailler chez soi, il n'y a pas besoin d'investissement matériel. Donc moi j'allais avec mon sac à dos, mon flipchart, j'ai besoin de rien en fait, pas grand-chose, un ordinateur. Le plus gros investissement c'est l'ordinateur, un véhicule, enfin un moyen de transport, et puis quoi? Pas grand-chose d'autre en fait. Hein. C'est le métier des savoirs en fait. Oui, c'est ça, du service en général. Tant qu'on n'a pas d'investissement lourd en matériel et de confection ou de production, c'est quand même assez facile de se mettre à son compte. Franchement, ça ne demande pas grand-chose. Alors, il faut avoir un peu de trésorerie, parce qu'évidemment, au début, on ne gagne pas tout de suite sa vie. Donc oui, c'est peut-être ça, c'est de mettre un peu de sous de côté pour avoir une petite trésorerie. Ou quand on est en couple, on peut s'entraider, ce qui était mon cas à l'époque. Et à l'époque, le père de ma fille était un entrepreneur. Donc il m'a aussi, on a décidé de prendre ce risque ensemble. Lui, il avait de l'expérience plus que moi. Mais comme je te l'ai dit, moi, j'avais gardé une charge de cours à HEC. J'avais toujours une charge de cours. Enfin, plusieurs. Pour avoir la sécurité. Voilà, donc j'avais des revenus tous les mois qui tombaient. Du coup, comment se passe le processus
pour écrire un livre. Admettons, quelqu'un, demain, veut écrire un livre, peu importe le sujet peut-être. Je pense qu'il y a une méthodologie un peu qui est la même pour tous les sujets. Méthodologie. C'est peut-être pas le mot que j'utiliserais. Personnellement, pour moi, c'est un livre, c'est une œuvre artistique, comme n'importe quoi, une peinture ou autre. Et donc, pour moi, c'est un processus créatif. Okay. Donc, c'est propre à chacun. Je pense que tous les artistes ne sont pas les mêmes, loin de là. Moi, ça a été vraiment d'avoir une inspiration d'abord, d'être inspiré. Donc ça arrive, des fois il y a des trucs qui nous travaillent, et puis à un moment donné, pouf, il y a la maturité, c'est mûr, et pouf, le truc arrive, l'idée. Bon, ça commence par là, de toute façon, une idée. Et puis après, là, Céline Bareil, c'est elle qui m'avait donné l'idée du livre. Là, en l'occurrence, c'est même pas moi. Ça a été... et puis l'autre aussi, d'ailleurs. Après, j'ai trouvé le titre, après, j'ai trouvé le sujet, mais bon. Donc il peut y avoir des déclencheurs au départ, un déclic qui vient de soi ou de quelqu'un d'autre, ou des deux. Et puis après, moi c'est un processus, en fait, je suis passée par la peinture pour arriver à l'écriture. Il a fallu que je vive plusieurs expériences de création et de créativité pour que finalement l'écriture devienne le choix évident, quoi. Ouais, ça devienne possible. Et puis ensuite, c'est la bulle, c'est d'être dans sa bulle, c'est ce qu'on appelle le workflow, le flow. Le flow, c'est une expérience optimale, ça se dit pas mal en Amérique du Nord, et donc c'est comme n'importe quel artiste, c'est qu'on ne voit plus les journées passer, l'heure passer, le temps passer, on est dans sa bulle, on est en train de créer quelque chose, et on est absorbé par ça, complètement, habité. Donc moi j'adorais avoir des longues périodes pour écrire, parce que écrire 1 heure, faire autre chose, repartir, revenir, repartir, non, ça je peux pas. Il faut vraiment se lancer à fond dans ce processus, dans cette inspiration. Et puis j'écrivais la nuit à des moments calmes aussi. Je mettais un environnement propice aussi à ça, et du temps pour laisser émerger les choses. Et puis l'inspiration, après, elle est arrivée comme ça. Mais le truc incroyable quand même, c'est quand Céline Bareil m'a dit que ça serait intéressant d'écrire un livre en langue française sur les changements multiples, paraît-il que ça n'existait pas. Elle a été, d'ailleurs, elle a signé ma préface, cette femme, elle m'a portée alors qu'elle ne me connaissait pas, et elle est très connue là-bas, au Québec. Elle écrit des livres sur la gestion de changement, c'est un truc de dingue, quoi. Comment se fait-il que ça m'arrive là, quand j'arrive là? C'est un truc de fou. C'était la dame avec qui vous avez mangé avec qui j'avais suivi son cours sur la gestion de changement. Et donc, elle me dit, pourquoi tu n'écrirais pas? Je dis, un livre, moi, mais qu'est-ce que je vais écrire? De quoi je vais parler? De ce que tu vis, là, maintenant, en ce moment. Ah ouais? Ah oui. Je suis redescendue en titubant, mais vraiment je suis dans les couloirs, je ne sais plus où j'en étais, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est incroyable ce qu'elle me raconte. Je me suis assise à ma table, et le plan est tombé, tout le plan, les chapitres, et j'ai jamais dérogé. Okay. Donc quand on parle d'inspiration, c'est ça. C'est vrai. À un moment donné, ça tombe. C'est très difficile d'expliquer, c'est la créativité. Et donc, ça a été mon... Et avec le bonheur, chaque jour, j'ai un bonheur immense à écrire et à revenir dans cette bibliothèque, dans cette bulle, dans cet environnement de livres. Il y a une immense verrière, ils ont une bibliothèque magnifique. Et du coup, je prenais mon petit café, je montais. Quel souvenir de fou. J'adore. Comment s'est passée ta première vente? Comment tu l'as ressentie? Quelle émotion ça t'a fait ressentir? Moi, j'ai jamais eu l'impression de vendre. Ouais. Non, parce que quand on parle de ce qu'on fait ou quand on croit à ce qu'on dit, les gens, ils vous suivent, en fait. Donc, voilà. Moi, j'ai travaillé pour des cabinets conseils, il fallait vendre des prestations. À un moment donné, j'ai été dans cette logique de vendeur. Après, j'étais plus producteur. Mais en fait, je suis pas du tout vendeur. C'est pas du tout mon truc. Donc, je produis, je peux optimiser un portefeuille client, je peux les fidéliser. Mais alors, aller les chercher, c'est pas mon truc. Donc, je me souviens même pas, honnêtement. Et si, peut-être des fois, j'ai été vendre d'entreprise. J'ai fait des interventions aussi, José, acteur de changement d'entreprise. Donc là, oui, c'est vraiment plus structuré comme démarche, forcément. Par contre, quand c'était des groupes, je contactais une personne qui avait l'habitude de monter des groupes de développement personnel ou autre dans le pays en question, et c'est elle qui se chargeait de trouver les participants. Après, il faut trouver parfois des relais. Des gens qui vont faire, la vente n'est pas directe nécessairement, mais s'appuyer sur quelqu'un qui a son réseau, qui a, par exemple, un lieu pour accueillir, et puis là, vendre sa prestation. Donc ça peut ne pas être seulement en direct. Ok.
Peut-être la grande dont je me souviens mieux, c'est l'hôpital, c'était pour l'hôpital de Montréal, à l'hôpital. Et là, ils voulaient vraiment sur les acteurs de changement. Et ça m'avait vraiment touchée parce que je trouvais que c'était pas évident, et surtout à transposer en milieu organisationnel, et surtout être crédible. Et là, c'est carrément l'hôpital de Montréal, le CHU, le CHUM, qu'on appelle, CHUM. Et c'était pour leurs dirigeants. Et on était dans une immense salle, ils étaient 100, au moins 100, 150 personnes. Et alors, on a eu une alerte incendie au milieu de l'exercice parfait pour après reprendre le fil. Voilà, l'acteur de changement, il vit du changement. Exactement. Et donc, ça les a bien fait rire, parce que j'en ai du coup, forcément, j'ai rebondi là-dessus. Ouais. Et ils avaient super embarqué, et je ne m'attendais pas trop à ça, j'avais peur que ce soit plutôt réticent. Et du coup, ce fait de faire des conférences devant peut-être 3 personnes ou 150 personnes, ça fait quoi comme sensation ou comme expérience aussi? Oui, moi j'étais très timide jeune et puis j'ai fait du théâtre et ça m'a sauvée. C'est ce qui m'a permis après d'enseigner. Et c'est vrai que les amphis d'HEC, j'en avais 50 plusieurs fois par semaine d'étudiants. Et à force de le faire, ça m'a donné une aisance en public. Et après, c'est transposé de différentes façons. Mais c'est sûr qu'un grand public, c'est toujours impressionnant. Mais après, c'est vraiment le faisant, à force. On finit par... Puis le théâtre, ça désigne beaucoup. Hein. On a moins peur de regarder les autres. Une question peut-être un petit peu plus perso. Comment, je vois que tu as un enfant, c'est ça? Comment il suit ou il s'intéresse à ton travail? Elle suit très bien. Elle suit, pardon. Non, mais c'est marrant parce que oui, c'est vrai que dans ce genre de vie un peu mouvementée, il vaut mieux que tout le monde suive. Elle suit très bien, heureusement elle est comme moi. C'est-à-dire qu'elle aime le changement, elle aime la réalité. Peut-être c'est parce qu'elle a vécu comme ça, et peut-être parce qu'elle est née dans un autre pays, elle a une culture aussi très marquée anglo-saxonne. Mais elle ne verrait pas notre vie autrement. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'on se renouvelle. Donc oui, j'ai la fille parfaite pour ce genre de vie. Elle aussi peut-être partir à l'étranger ou... Elle est canadienne, elle est née, du coup elle est canado-française. Alors moi je suis franco-canadienne, elle est voilà. Donc oui, le Canada fera partie de ses... Là elle me parlait de New York, il faudrait passer une partie de ses liens. Ok. Elle fera son bout de chemin également. Oui, exactement. C'est pas moi qui viens m'empêcher, j'ai fait, donc je peux rien dire. Bien sûr. Peut-être même la pousser. Est-ce qu'il y a eu des séances de dédicaces? Oui, bien sûr. Oui, parce que les livres, les deux, il y a eu des salons du livre à Montréal, à Genève. Je sais pas, à HEC. J'ai fait des lancements de livres à HEC aussi. C'est vrai que c'est sympa parce qu'on discute avec la personne. Non, mais c'est quand même un bel aboutissement. Etc. Et j'ai eu la chance du coup de connaître aussi des personnes publiques connues au Québec, notamment, je parlais de Jacques Languerand, les professeurs émérites d'HEC, déjà c'est énorme parce qu'il y en a plein, ils publient des bouquins, ils sont très connus, ils passent à la radio, à la télé, hein. Mais aussi Guy Corneau, qui est quand même très connu en France, c'est un psychologue jungien. Moi, je l'adorais avant de partir. Déjà, j'étais fan de son travail. Bon, malheureusement, il est décédé. Mais il a accepté de témoigner dans mon livre des acteurs de changement. Il avait reçu chez lui. C'est un peu... Ça, c'est aussi l'aventure qui fait que... Ouais, moi, je rends compte qu'on n'aurait jamais fait si jamais... Voilà. C'est vrai que mais moi, si j'avais pas commencé à faire depuis début janvier mes petites vidéos sur Instagram ou TikTok, j'aurais pas eu l'idée de faire des interviews et puis j'aurais pas eu du coup contacter toutes ces personnes, etc. Donc c'est vrai que c'est petit à petit, le chemin il se fait. Exactement, ça se déroule et des fois même par magie. C'est ça. Ouais, les étoiles elles s'alignent et... Ah oui, quand c'est le moment, un changement en amène d'autres. Et d'avoir osé une chose, un rêve, d'autres s'actualisent. C'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. Et les 6 premiers mois arrivés à Montréal, ça a été l'actualisation des grands rêves de ma vie. Enseigner à HEC, écrire des bouquins, avoir un enfant. Et être un artiste, avoir cette facette artistique. Ouais. Ça a été hallucinant. Ouais, c'est beau, ouais, comme quoi, un changement. Voilà, faut y aller parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? Pas grand-chose. Complètement. Vous pouvez juste retrouver ce que vous avez déjà. Bon.
Ouais. Et par contre, à l'inverse, est-ce qu'il y aurait une chose que tu regrettes? Autant peut-être côté pro que perso, hein, mais... Hum. Moi, bon, dans ma philosophie, c'est justement de faire les choses pour ne jamais regretter. Écoute, rien, en tout cas, pas tant que ça. Après, bon, il y a un truc plus personnel, mais bon, ça, j'en parlerai peut-être pas là. Mais par rapport à ma vie de famille, mais non, dans le reste, j'ai eu la chance de m'accomplir et d'accomplir mes rêves, donc je considère que je suis bénie, privilégiée, et j'en ai conscience. Franchement, je savoure cette chance. J'ai été bonne bénie, je pense. Chance ou non, parce que du coup, voilà, c'est les choix bout à bout qui arrivent à ce moment-là. Oui, on la crée, sa chance. Oui, la vérité, c'est qu'on la crée, mais il y a quand même des facteurs, des fois des rencontres, des choses qui viennent nourrir et embellir et ajouter du truc au truc, quoi. Mais ouais, donc sa chance, on la crée quand même. Ça ne serait pas juste de le dire comme ça. Ouais. Bah, c'est ça, parce que, et puis même ce mot chance, les gens après ils vont dire bah, il a réussi parce qu'il a eu la chance. Mais non, parce que, voilà, on crée même s'il y a peut-être à un moment donné, on n'aurait jamais rencontré cette personne, on n'aurait jamais fait ça, mais avant, les étapes d'avant, le processus d'avant a amené à oui, ce moment de chance. Mais c'est pas vraiment. Moi vraiment, limite, je me bats pour ça, parce que pour l'instant, je suis au début. Mais justement, moi, j'ai plein d'amis qui ne croient pas à ce que je fais, etc. Et peut-être que dans 10 ans, si jamais voilà, les étoiles s'alignent, ils me diront j'ai de la chance. Mais non. Hugo Superstar, c'est bon. C'est ça, mais non, mais c'est vrai que si on n'entreprend pas, si on ne va pas au-devant des autres, si on ne va pas justement, il se passe rien. Si on est tout seul chez soi, il ne va pas se passer grand-chose, hein, c'est sûr. Si je reste tous les soirs devant la play, voilà, ça n'avancera pas, quoi. Non, ça demande de l'énergie, de l'investissement. Non, c'est du travail. Hein. C'est vraiment du travail. Qu'on fait avec mon cœur parce que ça nous plaît énormément, mais non, il ne faut pas minimiser tout ce que ça implique. Ça, c'est vrai. C'est ça. Limite, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Hein. On peut déplacer, par exemple, si on a plusieurs entreprises, ça peut être plusieurs métiers, mais c'est vraiment un métier de pouvoir concrétiser ses projets, ses idées, enfin tout ça. Mais c'est un métier, mais c'est la chance de ce métier par rapport à d'autres, c'est qu'il part de soi et de son rêve. C'est ça. Alors que les autres, on les choisit, bon, souvent, il y a un match quand même assez bien ce qu'on veut faire, mais là, vraiment, c'est la force de l'entrepreneur, c'est de partir de son rêve, voilà, d'avoir son idée et de l'accomplir. C'est quand même un super moteur. Et il en faut, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour entreprendre. Ouais. Pour finir sur cette deuxième partie, du coup, dans toutes ces années d'expérience, il y avait quelque chose qui devait en ressortir. Qu'est-ce que ce serait? Voilà, une leçon. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Comme ça. Peut-être plein. La leçon, c'est... Ah bah voilà, parfait. La leçon, c'est... est-ce qu'on ne nous a pas donné une vie pour quelque chose? Et si oui, alors il faut faire quelque chose. Sinon, on serait là. Complètement. Très beau, très beau mot de fin de cette deuxième partie.